bienvenue dans Avocat, l'émission qui vous conseille. Merci de votre fidélité. Bien sûr, pour envoyer vos questions à tous nos avocats, rendez-vous maintenant sur le site www.avocat.net. Posez toutes les questions que vous souhaitez en droit, droit du travail, droit fiscal, droit économique, droit pénal, droit immobilier, droit des sociétés, tout ce qui vous fait plaisir en tout cas et tout ce que vous voulez savoir, nos avocats y répondent. On vous présente l'équipe d'avocats présents au plateau aujourd'hui. On commence par maître Joseph Suissa, avocat au barreau de Paris, notre avocat fiscaliste. Bonjour Joseph. Bonjour Yves, comment allez-vous? Impeccable, bienvenue à vous. Dans un instant, une question pour vous envoyée par un internaute justement sur le site Questions sur les SCI. Vous êtes prêts? Toujours. C'est dans quelques instants. À côté de vous, Dalia Arfi-Alkeim, notre avocate en droit du travail. Bonjour. Bonjour Yves. Comment ça va Dalia? Ça va très bien En et pleine vous? forme? Je suis vraiment ravie de participer une nouvelle fois à l'émission. Eh bien, soyez la bienvenue. Merci. Plein de questions pour vous sur avocat.net en droit du travail. À vos côtés, maître Sylvia Spalter, notre avocat en droit économique, spécialiste en droit économique. Bonjour Sylvia. Bonjour. Comment ça va? Toujours bien et toujours ravi d'être là. Alors, avec vous, on répondra dans un instant également à toutes les questions que vous avez adressées sur le droit commercial, de manière générale, on va dire, sur avocat.net. On commence donc avec vous, maître Joseph Suissa. Une question en droit fiscal, parce qu'on parle ici des impôts, on parle du fisc, comment déclarer ses impôts par exemple, mais également comment choisir la bonne fiscalité. On parle en l'occurrence des SCI avec une question qui nous a donc été adressée sur avocat.net. Je suis chef d'entreprise et je souhaite acheter mes locaux commerciaux par le biais d'une SCI, ce qui se fait très souvent. Quel est le régime fiscal que je dois adopter? Alors, quand on a une SCI, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui nous regardent, on va vers quel régime fiscal? Comment ça se passe? Alors, ce monsieur a une problématique très intéressante parce qu'il est chef d'entreprise. Et il se dit, plutôt que de payer des loyers commerciaux en vin, pourquoi n'achèterais pas moi-même donc, un bien commercial, des locaux commerciaux, et je ferais financer donc, par l'intermédiaire d'une SCI? D'abord, il a raison. Ouais. Il a raison parce que plutôt que de payer en vin, il vaut mieux être propriétaire de locaux commerciaux. Après, la question va se poser de savoir est-ce qu'on va acheter par la société, donc une société commerciale, une SARL ou une SA, une SAS, ou alors par l'intermédiaire d'une SCI. Et là, la SCI prend tout son sens. Parce que si effectivement il achète par l'intermédiaire d'une société commerciale, ce bien va donc être à la merci d'éventuels créanciers. Et si demain l'entreprise a des difficultés financières, il pourra être saisissable. On peut lui saisir son bien. On peut lui saisir son bien. La société, effectivement, c'est un actif de la société, donc à ce moment-là, il risque de le perdre. Alors que s'il est sous forme de SCI, ce bien est à l'abri. Même si demain la société commerciale dépose son bilan, comme on dit couramment, eh bien le bien sera à l'abri. Parce qu'on rappelle que la SCI, c'est la société civile immobilière. Absolument. Donc, évidemment, à différencier d'une société commerciale qui, là, est fragilisée par les créanciers éventuels. Voilà, exactement. Parce que là, effectivement, on a bien séparé le bien de la société commerciale. Donc, il échappe à d'éventuels créanciers de la société commerciale. Et enfin, troisièmement, il y a un avantage qui lui, là, effectivement, est considérable parce que chef d'entreprise, une fois qu'il aura fini de rembourser son crédit, qu'il sera financé totalement par le loyer commercial, eh bien, il pourra mettre effectivement ce bien dans son patrimoine et il aura des revenus complémentaires. Et une fois qu'il arrivera à la retraite, eh bien, ça lui fera aussi une retraite complémentaire. Donc, il est gagnant sur tous les points et moi, cette solution-là, je l'achète. Vous l'achetez, très bien. C'est une très bonne solution. Ce monsieur est intelligent. Maintenant, il a raison. Parce qu'en ce moment, on est toujours croqué, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé au niveau fiscal. Il se dit, quel régime fiscal? Il y en a deux, c'est simple. Hein. Oui, pour résumer, parce qu'il n'y en a que deux en fait. Donc, il n'y en a que deux. C'est soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur la société. Alors l'impôt sur le revenu, c'est intéressant parce qu'effectivement, dans ces conditions-là, on va être imposé sur le revenu. Alors, c'est intéressant. Comme son nom l'indique, comme son observateur, mon cher maître Suissa. Mais c'est pas simple. Et donc, par contre, si on est fortement imposé, on va payer beaucoup d'impôts. Mais il y a quand même un avantage qui est fondamental, c'est qu'à la sortie, au bout de 22 ans, eh bien, chef d'entreprise sera totalement exonéré de plus-value. Et ça, effectivement, c'est important, c'est un avantage qui, lui, est considérable. Sur donc, le bien immobilier qu'il a acquis pour la société. Au bout de 22 ans, la sortie se fera donc en totale exonération de plus-value. Et ça, c'est important. Alors, l'impôt société, c'est plus intéressant au départ, parce que vous allez être imposé sur l'impôt société, comme son nom l'indique, à 33 1 tiers ou alors à 15% selon les tranches. Mais à la sortie, vous allez payer plein pot. Vous allez payer plein pot parce que là, l'impôt va être imposable. Et là, effectivement, il faut bien réfléchir. Alors, ça peut être intéressant si le bien a peu de chances de prendre de la valeur dans le temps. Dans ces cas-là, on aura une petite plus-value, une petite imposition. Et donc là, on est gagnant sur tous les tableaux. Donc, pour résumer, il a raison de choisir une SCI pour donc acquérir son bien immobilier, mais pour sa société, et régime d'imposition, impôt sur le revenu.
De préférence, J'ai oui. bien résumé? De préférence, oui. C'est très bien. Voilà. Bon, Il faut écoutez. faire comme vous. C'est tout pareil, tout la même chose. Ben, merci beaucoup en tout cas, maître Eh bien, Suissa. écoutez, Donc je vous en on a prie. répondu très concrètement. Donc là, ce monsieur a la réponse. Et si vous êtes dans le cas de cet entrepreneur, eh bien voilà, vous avez en tout cas les bons conseils. À côté de vous, mon cher maître Suissa, Dalia Arfi Al-Kaïm, avocate au barreau de Paris, qui nous parle du droit du travail dans cette émission, du droit social, comme on dit. Et plein de questions se posent pour les employeurs, pour les salariés également, fait. pour les deux. Tout à fait. Question qui vous a été envoyée sur avocat.net pour envoyer vos questions. Ai-je le droit de signer une rupture conventionnelle avec mon salarié alors que je vends mon fonds de commerce? Alors, on va simplifier. Vous avez une boutique avec un salarié, vous vendez le fonds, donc vous débarrassez de ça. Est-ce que, si peut-être l'acquéreur ne veut pas prendre le salarié à sa charge, est-ce qu'on peut signer une rupture conventionnelle? C'est à peu près ça la C'est situation? une question double face, comme vous le disiez très Double face. On commence Oui, par quelle oui. face? Ben, on va commencer première par face. on va commencer face par A. la face employeur. Ouais. On a un grand principe en droit du travail qui est posé par l'article L1224-1 du Code du travail. Alors, prenez des notes chez Eh vous. oui, non mais c'est vraiment, tout le monde connaît cet article. Enfin, dès qu'on fait un petit peu de droit du travail, tout le monde sait ce que c'est. C'est le transfert automatique des contrats de travail en cas de transformation de la situation juridique de l'employeur. C'est-à-dire, on vend la société ou on vend juste le fonds de commerce. Eh bien, les contrats de travail sont automatiquement attachés et donc sont transférés vers le cessionnaire. D'accord. Et Donc, c'est quelqu'un une qui règle. achète une société, il achète en même temps les On achète les salariés avec le enfin en fonds. tout cas le contrat des salariés. Voilà, il ne peut pas puisque- s'en débarrasser. Ben non, et c'est une règle d'ordre public. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire figurer dans un acte de signature un acte de vente, lors de la signature, on n'a pas le droit de dire, voilà, par dérogation aux articles tant et tant du Code du travail, eh bien, les salariés ne seront pas transférés avec le fonds. Cette clause serait réputée nulle et non avenue. Ça protège les salariés qui ont un Ça protège les salariés. nouveau patron. Tout à fait. Tout à fait, ça protège les salariés. Et cette règle d'ordre public est d'application dès lors qu'on a ce qu'on appelle le transfert d'une entité économique autonome, c'est-à-dire qu'on transfère les éléments corporels, incorporels, la clientèle, éventuellement la licence 4, etc. etc. Donc la question, indépendamment donc, de ce grand principe rigide, se pose la question de savoir, et qu'en est-il par rapport à ce fameux mécanisme de la rupture conventionnelle qui est mis en place depuis 2008 et qui permet de se séparer d'un commun accord en bonne intelligence. Donc le salarié, l'employeur décide de se séparer. Ça et marche donc, bien. On rappelle que c'est une rupture Voilà. qu'on peut choisir effectivement souvent à l'amiable et qui se passe bien et qu'il y en a beaucoup. Donc, Il y en a beaucoup, On peut c'est très imaginer qu'on usité. pourrait faire dans ce cas-là, mais là, pas forcément. Ça ne doit pas être un moyen de contourner Ah. la règle d'ordre public que nous venons d'évoquer. Ouais. C'est-à-dire qu'un employeur ne peut pas imposer une rupture conventionnelle à son salarié en lui disant, voilà, on va signer ce document et puis vous allez partir. Donc ça ne va pas être possible. Si tel est le cas, c'est du pain béni pour nous, avocats, quand on défend un salarié dans ce Et cas-là. vous aimez le pain béni. Ah. C'est tellement bon le pain béni. Et c'est vraiment, je veux dire, le salarié, il peut à la fois attaquer le cédant, attaquer le cessionnaire, demander sa réintégration, solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et c'est vraiment du gâteau dans ces cas-là, franchement. Ouais. Maintenant, le salarié, il peut dire, mais moi, je veux partir. Je vous ai choisi comme employeur. On a sympathisé, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Vous voulez m'imposer quelqu'un d'autre, moi, j'ai pas envie de travailler avec lui. Ou alors, il a été engagé, c'était une pizzeria, il était pizzaiolo. Et puis, la pizzeria vend un restaurant japonais. Il dit, moi, je fais des pizzas, j'ai pas envie de commencer à apprendre à faire des sushis. Ouais. Donc, dans ces cas-là, comment se sortir de la situation? Eh ben, Oui, on va comment, utiliser, hein. on va Bon, on utiliser apprend à faire des ce pizzas. moment-là, on va Ouais. utiliser la rupture conventionnelle. Ouais. Mais attention, quand je suis côté employeur, je dis vraiment, on sécurise l'opération. Déjà, on fait écrire noir sur blanc au salarié que la rupture conventionnelle va intervenir à son initiative et mettre éventuellement le motif personnel, volonté de faire autre chose, etc. Et puis, à la suite de ça, vérifier qu'on verse bien ce qu'on appelle l'indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à ce qu'aurait été l'indemnité de licenciement. Vérifier que la date de cession de l'acte définitif interviendra bien après la date supposée de l'homologation, comme c'est compliqué tous ces C'est termes. compliqué, mais- Mais ça veut dire tout simplement que l'administration doit valider, même si elle ne répond pas, Ouais. la rupture conventionnelle. Ouais. On calcule bien notre calendrier pour que l'acte définitif soit vraiment signé après. Et puis ensuite, vraiment sécuriser l'opération. Moi, j'ai pour habitude de faire signer des conventions de précaution aux salariés en parallèle, où ils expliquent vraiment pourquoi ils sont demandeurs à la rupture conventionnelle, dans quelles conditions ça se passe. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de pression de l'employeur Bah pour oui, signer ça. Parce qu'ils ont 12 mois pour remettre en cause la rupture Oui, devant le conventionnelle devant le tribunal, pour remettre en cause le principe de cette rupture. Donc on n'est pas dans un cadre aussi sécurisé que quand on fait une transaction juridique. D'accord. Et puis dernière finir, chose, ouais. voilà, lorsque je fais signer des actes de fonds de commerce, je fais très attention de mettre une clause spécifique par rapport à ces ruptures conventionnelles lorsqu'elles interviennent, en expliquant quand bien qu'elles interviennent
à la demande exclusive du salarié, en essayant, dans la mesure du possible, de protéger le cessionnaire à qui cette situation finalement est imposée. Et le cessionnaire, effectivement, je mets une clause en disant que le cédant, dans l'hypothèse d'une remise en cause éventuelle de la rupture, eh bien, le cédant prend les risques à sa charge. D'accord. Donc, voilà, en tout pour cas, essayer de protéger. l'employeur se couvre pour être sûr qu'on ne va pas venir l'attaquer et lui dire cette rupture conventionnelle était peut-être un peu forcée. Bon, en tout cas, c'est faisable, mais dans des conditions de précaution que vous avez rappelées. Bien encadré. Merci beaucoup, ma chère. Déjà, c'est vous qui avez bien encadré la réponse. Ça c'était parfait. À côté de vous, maître Sylvia Spalter, notre avocate spécialisée en droit économique, droit commercial, on peut dire de manière générale. Et des questions très concrètes qui vous sont parvenues également à vous sur avocat.net. N'oubliez pas de poser vos questions. Nos avocats y répondent ici. Je suis un commerçant qui vient de lancer son business. Écoutez, bravo. J'établis mes premières factures. Quelles sont les mentions obligatoires ? Parce que quand on n'a pas forcément une société avant, on fait les premières factures, on est content, voilà, l'argent va rentrer, mais il ne faut pas oublier de mettre ce qu'il faut dans la facture. Alors, je n'esquive pas la question, mais je vais, dans ce cas-là, poser une autre question. De quelle activité parlons-nous ? Si nous parlons d'un commerçant détaillant qui vend des biens, je vais dire que par rapport à son consommateur, son client, il n'est a priori pas obligé d'établir une facture, contrairement à peut-être des idées reçues. On va revenir à ce premier cas. Si je suis en revanche un prestataire de services, par exemple, je rends des services informatiques, alors là, en toutes circonstances, au-delà de 25 €, je suis obligé d'établir une facture. Et le commerçant qui vend des biens est a priori tenu de remettre ce qu'on appelle un ticket de caisse, mais c'est surtout dans l'intérêt du client parce que c'est pour donner date certaine à son acquisition. Éventuellement, nous y viendrons, je crois, dans le cadre d'une autre émission, sur le fait que, après avoir acheté un bien, le client n'est pas content et a envie de le changer. Donc le ticket de caisse, c'est une protection pour le client, mais ça n'est pas pour le commerçant détaillant une obligation de lui remettre. Donc, éventuellement, le consommateur le réclame. Si je suis dans le cas de figure d'un commerçant qui vend des biens onéreux, qui dépassent 1 500 €, alors là, effectivement, nous changeons de situation et je suis également, dans ce cas, commerçant détaillant, obligé de remettre une facture, par exemple, pour un joli bijou qui excéderait 1 500 €. Non, mais je me sens un peu intéressée sur ce sujet. Alors maintenant, quelles sont les mentions obligatoires ? Je vais dire que je vais parler une fois encore sous le contrôle de Joseph en ce qui concerne les premières mentions. Fiscal, rassure. Les premières mentions, bien évidemment, il s'agit de faire porter l'ensemble des informations concernant mon activité. Mon nom, ma dénomination commerciale, mon numéro de registre du commerce, mon adresse, là où je suis enregistré, et le greffe du tribunal de commerce où je suis enregistré. Où les choses se compliquent un petit peu, c'est effectivement sur les mentions que je dois, d'un point de vue pour être en conformité avec les obligations fiscales, faire porter. Alors là, je dois éventuellement mettre mon numéro de TVA intracommunautaire, comme on dit. Je dois bien... c'est ça ? Un long numéro. Je dois mentionner le montant hors taxe et le montant avec la TVA et faire apparaître de façon claire le taux de TVA. Si j'accorde à mon concontractant une remise ou une ristourne, je dois également pas oublier de mentionner clairement le montant de cette remise, les conditions de cette remise. Je dois également, si le paiement n'intervient pas au moment où je délivre la facture, rappeler le taux d'intérêt légal après 30 jours d'émission de ma facture, et puis éventuellement le taux de recouvrement forfaitaire de 40 €, La facture, etc. C'est un livre, du coup, là. Mais petit conseil, si je finir. suis un commerçant avisé, j'ai pensé à faire des conditions générales de vente. Et si je suis un commerçant avisé, je ne manque pas de faire porter en bas du verso de ma facture une mention comme quoi mes conditions générales de vente sont au recto pour recueillir l'accord de mon client, car l'accord doit être express et pas simplement implicite. Et si je vends
vraiment des biens coûteux et que je veux faire figurer ce que nous appelons une clause de réserve de propriété, qui veut dire que tant que mon client ne m'a pas intégralement payé tout ce qu'il me doit, eh bien, je mentionne aussi très clairement, et moi je recommande que non pas cette mention de la clause de réserve de propriété qui doit respecter un certain formalisme soit à l'arrière de ma facture, mais en bas, de façon à ce qu'il n'y ait pas, au moment du litige, de contestation sur le fait que mon client a bien compris que finalement le bien qu'il avait acheté, mais pas réellement payé, ne lui appartenait pas. Bon, donc en tout cas, pas mal de mentions à mettre, mais c'est bon à savoir. Et le mieux, c'est qu'on fait des clauses générales de vente, qu'on met au dos, effectivement, qu'on peut tout mettre tranquillement et voilà. Tout y est, on n'oublie rien. Merci beaucoup en tout cas, Maître Sylvia Spalter. Merci à tous les trois d'avoir répondu aux questions des téléspectateurs de l'émission. Je rappelle que si vous aussi vous avez une question à poser à nos avocats, n'hésitez pas, www.avocat.net. On répond à vos questions. À très bientôt. Salut.